Ma mère a crié, disant, « Non, les enfants de ta sœur mangent en premier. N'allez pas à cette table. Attendez qu'ils aient fini pour manger les miettes. » Elle a pointé le débarras du doigt et a dit, « Asseyez-vous là », pendant qu'il regardait les autres enfants dévorer des repas complets. Ma sœur a souri d'un air narquois et a dit, « Habitue-toi. Ce sera pareil, comme quand tu mangeais nos restes. » Tout le monde s'est mis à rire. Quand je les ai confrontés, en disant, « C'est cruel de faire attendre des enfants qui ont faim », ma mère a répondu, « Eh bien, tu parles un peu trop. » Puis, elle nous a saisis, mes enfants et moi, par les bras et nous a jetés hors de la maison, en claquant la porte. Je suis parti en silence avec mes enfants en larmes. Mais ce que j'ai fait avec eux sur le chemin du retour les a poussés à m'appeler sans arrêt. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents avait duré 7 heures. Ma fille Emma, qui a 9 ans, et mon fils Tyler, qui en a 6, n'arrêtaient pas de réclamer à manger depuis 1 heure. Je leur promettais sans cesse que grand-mère aurait préparé quelque chose de délicieux. Comme je me trompais. En grandissant, j'ai toujours su que ma sœur, Valérie, était la préférée. Elle avait la plus grande chambre, les plus beaux vêtements, et toute l'attention à chaque réunion de famille. J'ai appris à l'accepter quelque part au collège, me convainquant que cela n'avait pas d'importance. Mais voir ce même favoritisme dirigé contre mes enfants a brisé quelque chose en moi, quelque chose que je ne savais pas encore fragile. Nous sommes arrivés dans l'allée vers 18 heures. Emma et Tyler ont pratiquement sauté de la voiture, excités à l'idée de voir leurs grands-parents. Mon père, Robert, a à peine levé les yeux de son journal quand nous sommes entrés. Ma mère, Linda, était dans la cuisine avec Valérie, arrivée 1 heure plus tôt avec ses enfants, Madison, 9 ans, et Connor, 6 ans. On a faim, maman, a chuchoté Tyler en tirant sur ma manche. La table de la salle à manger était magnifiquement dressée avec la belle porcelaine de maman, celle qu'elle ne sortait que pour les grandes occasions. Des plats de poulet rôti, de purée de pommes de terre, de haricots verts et de petits pains frais fumés au centre. J'en avais l'eau à la bouche rien qu'en les regardant. Les yeux d'Emma se sont écarquillés. « On peut manger maintenant, grand-mère » demanda poliment Emma. C'est alors que le visage de ma mère s'est transformé en quelque chose que j'avais trop souvent vu dans mon enfance. Ses lèvres se sont pincées en une fine ligne, et son regard est devenu froid. « Non, les enfants de ta sœur mangent en premier. N'allez pas à cette table. Attendez qu'ils aient fini pour pouvoir manger les miettes. » Elle a pointé du doigt le débarras, à côté de la cuisine. « Asseyez-vous là. » Je suis resté figé, incapable de comprendre ce que je venais d'entendre. Le visage d'Emma s'est décomposé, et la lèvre inférieure de Tyler s'est mise à trembler. Les enfants de Valérie étaient déjà assis à table, remplissant leurs assiettes de portions généreuses de tout. Valérie m'a regardé avec cette expression que j'avais vue 1000 fois auparavant, une pure satisfaction. Elle s'est adossée à sa chaise, observant les visages de mes enfants s'affaisser tandis qu'ils réalisaient qu'ils n'avaient pas le droit de manger. « Habitue-toi. Ce sera pareil, comme quand tu mangeais nos restes, » dit Valérie, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Mon père a gloussé derrière son journal. Linda a même souri en servant à Madison et Connor plus de nourriture que 2 enfants ne pourraient jamais en manger. Ils ont ri ensemble, comme s'ils partageaient une blague privée à mes dépens. Le débarras était sombre et sentait le vieux carton et les produits de nettoyage. Mes enfants étaient assis sur le sol en béton, leurs estomacs gargouillant bruyamment. À travers la porte entr'ouverte, nous pouvions entendre le bruit des couverts contre les assiettes, les murmures satisfaits de ma famille savourant leur repas. Emma m'a regardé, des larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi ils ne nous aiment pas, maman ?» Quelque chose en moi a cédé. Je suis retourné dans la salle à manger où ma soi-disant famille mangeait comme si de rien n'était. « C'est cruel de faire attendre des enfants qui ont faim », ai-je dit, ma voix tremblant d'une colère que j'avais réprimée pendant des décennies. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a raclé bruyamment le sol. « Eh bien, tu parles un peu trop. » Elle m'a attrapé le bras avec une force surprenante pour une femme de son âge. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau alors qu'elle me traînait vers la porte d'entrée. Quand j'ai essayé d'appeler mes enfants, elle est retournée les chercher aussi, une petite main dans chacune des siennes, les tirant brutalement. « Dehors, vous tous, dehors !» a hurlé Linda. La porte s'est refermée derrière nous avec une telle force que la couronne accrochée dessus est tombée sur le porche. J'ai entendu le pêne dormant se verrouiller. Emma et Tyler sanglotaient maintenant, s'accrochant à mes jambes alors que je me tenais sur le porche de mes parents, tremblante de rage et d'humiliation. Je voulais crier.
Je voulais marteler cette porte jusqu'à ce que mes mains saignent. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé les visages de mes enfants, tachés de larmes. Venez, mes bébés. On y va. Je les ai attachés dans leur siège auto, leurs pleurs se calmant lentement pour devenir des hoquets et des reniflements. Mes mains tremblaient en démarrant le moteur. En m'éloignant de cette maison, je me suis fait une promesse, ce serait la dernière fois que ma famille donnerait à mes enfants le sentiment qu'ils ne valaient rien. À environ 20 minutes de là, je me suis garé sur le parking du plus beau restaurant de la ville. La Golden Terrace était le genre d'endroit où mes parents aimaient se vanter d'avoir mangé. Ils y allaient pour les anniversaires et les fêtes, postant toujours des photos sur les réseaux sociaux pour se montrer. « Maman, où sommes-nous » demanda Emma, sa voix encore faible et blessée. « Nous allons avoir le meilleur dîner de tous les temps », lui ai-je dit, forçant une gaieté dans ma voix que je ne ressentais pas encore tout à fait. L'hôtesse nous a placés immédiatement. J'ai commandé des entrées, des plats, des desserts, tout ce que mes enfants montraient du doigt sur le menu et qui leur semblait bon. Le coût m'était égal. Quand le serveur a apporté un plateau de bâtonnets de mozzarella et de filets de poulet, le visage de Tyler s'est illuminé pour la première fois depuis que nous avions quitté la maison de mes parents. « C'est incroyable », dit Emma en mordant dans un morceau de saumon parfaitement cuit. Pendant qu'il mangeait, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables maintenant, animées par un but plutôt que par la rage. J'ai ouvert mon application bancaire et accédé au compte joint que je partageais avec mes parents. Des années auparavant, ma grand-mère m'avait laissé un héritage substantiel. Mes parents m'avaient convaincu de le mettre sur un compte joint pour le garder en sécurité, promettant qu'ils m'aideraient à l'investir judicieusement. Cet argent était resté là pendant 12 ans, rapportant des intérêts pendant qu'ils prétendaient le gérer pour moi. Chaque fois que je posais des questions à ce sujet, ils changeaient de sujet ou me disaient d'être patiente. Le solde affichait 287,000 $, le don initial de ma grand-mère, plus de 10 ans d'intérêts composés. J'ai transféré chaque centime sur mon compte personnel. Puis je l'ai à nouveau déplacé vers un nouveau compte dans une autre banque, une banque à laquelle mes parents n'avaient aucun accès ni aucune information. Les transactions ont pris moins de 5 minutes. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que nous ayons fini notre plat principal. Le nom de Linda s'est affiché à l'écran. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement. J'ai refusé l'appel. Puis sont venus les SMS, « Que as-tu fait ? Cet argent ne t'appartient pas, appelle-moi tout de suite. Tu voles tes propres parents. » J'ai bloqué son numéro et continué à manger mon steak. Mon père a appelé ensuite. Bloqué. Valérie a appelé. Bloqué. Au cours des 30 minutes suivantes, j'ai reçu 43 appels de divers numéros. Certains que je reconnaissais, d'autres non. Je les ai tous bloqués. Tyler était en train de manger son deuxième morceau de gâteau au chocolat quand j'ai finalement décidé de répondre. Je ne les ai pas rappelés. Au lieu de cela, j'ai composé un email soigneusement formulé à mes parents, avec Valérie en copie. Chère Linda et Robert, j'ai retiré l'héritage que ma grand-mère m'a laissé de notre compte joint. Cet argent n'a jamais été à vous, ni pour le gérer, ni pour l'investir, ni pour le contrôler. Pendant 12 ans, vous l'avez utilisé comme un levier pour maintenir votre contrôle sur ma vie, tout en nous traitant, mes enfants et moi, comme des membres inférieurs de cette famille. Ce qui s'est passé ce soir a été la goutte d'eau, mais ce n'était pas un incident isolé. C'était simplement l'exemple le plus visible d'un schéma qui a existé toute ma vie. Vous avez clairement montré où se situaient vos priorités, et j'en ai fini de soumettre mes enfants au même traitement que j'ai enduré en grandissant. Considérez ceci comme ma démission de notre arrangement familial. Vous n'entendrez plus parler de moi et ne verrez plus mes enfants, jusqu'à ce que vous puissiez nous traiter avec la dignité et le respect humain les plus élémentaires. L'argent que j'ai pris aujourd'hui m'appartient, légalement et moralement. Si vous tentez de contester cela, j'ai un avocat prêt à intervenir qui serait ravi de vous expliquer le droit de la propriété. Ne me contactez pas. Quand et si je suis prête à vous parler, je prendrai l'initiative. J'ai cliqué sur envoyer et je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Nous avons terminé notre dîner lentement, savourant chaque bouchée. J'ai laissé les enfants commander des milkshakes pour la route. L'addition s'élevait à 247 $, et j'ai laissé un pourboire de 100 $ parce que notre serveur avait été exceptionnellement gentil avec mes enfants, apportant à Emma des citrons supplémentaires pour son eau et montrant à Tyler un tour de magie avec une pièce. Le trajet du retour fut paisible.
Les deux enfants se sont endormis sur la banquette arrière, le ventre plein et les visages enfin détendus. J'ai conduit dans l'obscurité, planifiant mes prochains mouvements. Les appels et les messages ont continué toute la nuit. Quand je suis arrivé dans mon allée à 2 heures du matin, j'avais 127 appels manqués et 89 SMS de divers numéros. Certains provenaient de membres de la famille dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, soudain très préoccupés par mon état mental et désireux de servir de médiateur dans ce malentendu. J'ai transféré plusieurs des messages les plus menaçants à Lawrence Mitchell, l'avocat que j'avais consulté 6 mois plus tôt lorsque j'avais commencé à planifier ma sortie du contrôle de ma famille. Il a répondu en moins d'1 heure, même à cette heure indue de la nuit, m'assurant que je n'avais rien fait d'illégal et qu'il se chargerait de toute communication future de la part de ma famille. Le lendemain matin, Emma s'est glissée dans mon lit. « Maman, pourquoi grand-mère appelle-t-elle autant ?» J'avais oublié de mettre mon téléphone en silencieux. L'écran affichait 3 appels manqués juste de la dernière heure, tous provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Grand-mère est contrariée parce que j'ai repris quelque chose qui m'appartenait, ai-je expliqué avec soin. Parfois, les adultes ont des désaccords sur l'argent et les limites. Comme quand Madison a pris mon jouet et que tu l'as obligé à me le rendre ? Exactement comme ça, ma chérie. Tyler est entré en se frottant les yeux. On peut avoir des pancakes ? La vie a continué. J'ai emmené les enfants à l'école et je suis allé travailler au cabinet comptable où je construis ma carrière depuis 6 ans. Ma collègue, Brittany, a remarqué quelque chose de différent chez moi tout de suite. On dirait que tu as gagné au loto, a-t-elle dit en passant près de mon bureau avec son café du matin. Quelque chose comme ça, ai-je souri. Les messages de ma famille ont évolué au cours des jours suivants. Au début, ils étaient colériques et accusateurs. Puis, ils sont passés à la culpabilisation et à la manipulation. Mon père m'a envoyé un long email sur sa déception face à mon égoïsme. Valérie a laissé un message vocal affirmant que je déchirais la famille pour un petit malentendu. Ma mère a envoyé un SMS disant que je lui brisais le cœur. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je documentais tout depuis des mois, chaque commentaire dédaigneux, chaque fois qu'ils choisissaient les enfants de Valérie plutôt que les miens, chaque exemple de favoritisme flagrant. Je gardais des reçus, des captures d'écran et des enregistrements. Mon avocat m'avait conseillé de le faire lorsque je l'avais contacté pour la première fois, sentant que ma situation familiale pourrait éventuellement nécessiter une preuve légale de l'abus émotionnel et de la manipulation financière. Une semaine après l'incident du dîner, ma tante Sandra a appelé. C'était la sœur de mon père et elle avait toujours été gentille avec moi en grandissant. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit doucement. La version de ta mère, en tout cas. J'aimerais entendre la tienne. Je lui ai tout raconté, le dîner, le débarras, les années à être traité comme une personne de second ordre. Elle a écouté sans m'interrompre. Je te crois, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. J'ai vu comment il te traite différemment. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Pour ce que ça vaut, tu as fait ce qu'il fallait. Ces enfants ne méritent pas d'être traités comme ça. Toi non plus. Cet appel téléphonique m'a apporté plus de validation que je n'en avais reçu de ma famille de toute ma vie. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de l'avocat de mes parents. Il menaçait de me poursuivre en justice pour l'argent de l'héritage, affirmant que j'avais signé des documents leur donnant l'autorité d'investissement sur les fonds. C'était techniquement vrai, mais ces documents avaient été signés sous la contrainte quand j'avais 23 ans et que j'étais financièrement dépendante d'eux. Laurence a répondu en mon nom, fournissant des preuves de la manipulation émotionnelle et des copies de SMS où mes parents avaient explicitement reconnu que l'argent était à moi et qu'ils ne faisaient que le gérer pour moi. Il a également souligné que même s'ils avaient réussi à revendiquer une certaine autorité sur les décisions d'investissement, ils n'avaient en réalité jamais investi l'argent. Il était resté sur un compte d'épargne de base, rapportant un intérêt minime pendant plus d'1 décennie. La menace de poursuite a cessé immédiatement. Mon téléphone a continué de sonner pendant environ 1 mois avant qu'il n'abandonne finalement. À ce moment-là, j'avais changé de numéro. J'ai gardé l'ancien téléphone actif juste pour voir combien de temps il continuerait à essayer. Le dernier appel est arrivé 47 jours après l'incident du dîner. Après cela, le silence. J'ai utilisé une partie de l'argent de ma grand-mère pour verser un acompte substantiel sur une maison dans un meilleur district scolaire. Emma et Tyler ont eu chacun leur propre chambre, chose que nous n'avions jamais pu nous permettre dans notre appartement exigu.
J'ai ouvert des fonds pour leurs études universitaires avec un conseiller en investissement que ma grand-mère avait recommandé dans son testament, quelqu'un qui avait été écarté de la gestion de l'argent par mes parents. La recherche de la maison avait été thérapeutique à sa manière. En visitant des propriétés avec une agente immobilière nommée Denise, j'avais l'impression de construire littéralement une nouvelle fondation pour nos vies. L'endroit que nous avons finalement choisi était une modeste maison de plein pied avec 3 chambres, un jardin clôturé et un quartier plein de familles avec de jeunes enfants. On se sent chez soi ici, avait murmuré Emma lorsque nous avons franchi la porte d'entrée pour la première fois. Elle avait raison. Les anciens propriétaires l'avaient laissé dans un état impeccable, et la cuisine avait suffisamment de plans de travail pour que nous puissions faire des biscuits ensemble sans nous bousculer. Il y avait même un petit bureau où je pouvais travailler à domicile en cas de besoin, chose que mon appartement n'avait jamais permis. Signer les papiers de clôture semblait surréaliste. J'attendais que quelqu'un me dise que j'avais fait une erreur, que je ne pouvais pas vraiment me le permettre, que j'avais besoin de la permission ou de l'approbation de mes parents. Mais Denise a simplement souri et m'a tendu les clés. « Félicitations », a-t-elle dit chaleureusement. « Vos enfants vont adorer grandir ici. » Le jour du déménagement est arrivé 3 semaines plus tard. J'avais engagé des déménageurs professionnels, car je pouvais me le permettre maintenant, et les regarder charger soigneusement nos affaires dans le camion, c'était comme regarder ma vieille vie être emballée. Jessica est venue de sa ville actuelle pour nous aider à nous installer, apportant des cadeaux de pendaison de crémaillère et de la nourriture chinoise à emporter. « Cet endroit est incroyable », a-t-elle dit, explorant le jardin pendant qu'Emma et Tyler couraient partout, s'appropriant les arbres comme leur propre terrain d'escalade. « Tu as bien fait, cousine. » La première nuit dans notre nouvelle maison, j'ai bordé les 2 enfants dans leurs chambres séparées pour la toute première fois. Emma avait choisi une peinture lavande pour ses murs, et nous avions fièrement accroché ses dessins et ses tests d'orthographe. La chambre de Tyler était peinte en bleu, et il avait déjà disposé sa collection de dinosaures sur les étagères que j'avais installées. « Maman, tu penses que grand-père et grand-mère sont au courant pour notre nouvelle maison ?» demanda Emma alors que je remontais sa couverture jusqu'à son menton. La question m'a prise au dépourvu. « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être. Tu penses qu'ils sont tristes qu'on ne leur rende plus visite ?» Je me suis assise au bord de son lit, choisissant mes mots avec soin. Je pense qu'ils sont peut-être tristes, oui. Mais parfois, les gens sont tristes à cause des conséquences de leur propre choix, et ce n'est pas ta responsabilité de réparer ça. Elle a hoché la tête lentement, assimilant cela. Madison a posté une photo de son nouveau vélo sur les réseaux sociaux de sa mère. Il est vraiment chic. Donc, Valérie continuait de se pavaner en ligne. Certaines choses ne changent jamais. C'est bien pour Madison. Je préfère mon vélo, a dit Emma fermement. Même s'il n'est pas aussi cher, c'est toi qui l'as choisi juste pour moi, parce que tu sais que j'aime le violet. Mon cœur s'est gonflé. C'est vrai, mon bébé. Les meilleurs cadeaux sont ceux choisis avec amour. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assise dans mon nouveau salon avec un verre de vin, faisant défiler de vieilles photos sur mon téléphone. Il y avait des photos de fêtes d'anniversaire d'enfance où Valérie avait toujours le plus gros gâteau, les décorations les plus élaborées, les vêtements les plus neufs. Des photos de vacances en famille où je souriais pour l'appareil photo, mais mes yeux semblaient fatigués et tristes. Je les ai toutes supprimées. Si je construisais une nouvelle vie, je n'avais pas besoin de rappel numérique de l'ancienne pour me peser. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une odeur de brûlé. En courant vers la cuisine, j'ai trouvé Tyler debout sur une chaise près de la cuisinière, essayant de faire des pancakes. « Je voulais te faire la surprise », a-t-il dit penaud, en regardant le cercle noirci dans la poêle. Au lieu d'être en colère, j'ai ri. Nous avons ouvert les fenêtres pour aérer la fumée, et je lui ai appris à faire des pancakes correctement. Nous sommes restés là ensemble, retournant des cercles de pâte légèrement tordus pendant qu'Emma mettait la table avec notre nouvelle vaisselle. C'est à ça que devait ressembler une famille, sûre, chaleureuse, pleine de petits désastres, de rires et de secondes chances. Le travail est devenu une expérience différente sans le stress constant du drame familial en arrière-plan. Mon patron, Kenneth, a remarqué le changement immédiatement. « Quoi que vous ayez fait pendant les vacances, cela vous a réussi », a-t-il commenté lors de mon évaluation de performance. Votre travail a toujours été solide, mais dernièrement, il y a eu une étincelle supplémentaire, de l'initiative, de la confiance. Il n'avait pas tort. Sans dépenser d'énergie émotionnelle à gérer les attentes de mes parents et à absorber leurs critiques, j'avais plus à investir dans ma carrière.
J'ai commencé à prendre en charge de plus gros clients, à me porter volontaire pour des projets complexes et à prendre la parole lors des réunions avec des idées que j'aurais auparavant gardées pour moi. La promotion est arrivée 6 mois après que j'ai coupé les ponts avec ma famille, directrice de clientèle senior, avec une augmentation de 23% et mon propre bureau. J'ai célébré en emmenant Emma et Tyler à la salle d'arcade, où nous avons joué au skee-ball jusqu'à ce que nos bras nous fassent mal et avons échangé nos tickets contre des peluches dont aucun d'eux n'avait besoin mais que tous les deux voulaient. « Je suis fier de toi, maman », a dit Emma ce soir-là, serrant son nouveau pingouin en peluche. « Je suis fier de vous aussi, lui ai-je dit. De vous deux. On se débrouille vraiment bien, n'est-ce pas? Ouais, a convenu Tyler, déjà à moitié endormi. On est la meilleure équipe. À peu près à la même époque, j'ai commencé à voir une thérapeute nommée Dr Patricia Monroe. Jessica me l'avait recommandée, et au début, je n'étais pas sûr d'avoir besoin de thérapie. Après tout, j'avais déjà résolu mon problème familial en les retirant de ma vie. Mais le docteur Monroe m'a aidé à comprendre que des décennies d'abus émotionnels ne disparaissaient pas simplement parce que les agresseurs étaient partis. Vous avez fait le travail difficile d'établir des limites, m'a-t-elle dit lors de notre 3e séance. Maintenant, nous devons faire le travail difficile de guérir les blessures qui ont rendu ces limites nécessaires. Nous avons parlé de mon enfance, du sentiment constant d'être à une erreur près d'être complètement rejeté. Nous avons discuté de ma tendance à m'excuser excessivement pour des choses qui n'étaient pas de ma faute, de mon habitude de me faire toute petite pour éviter les conflits, de ma difficulté à accepter les compliments ou à croire que je méritais de bonnes choses. Vos parents vous ont appris à croire que vous aviez moins de valeur que votre sœur, a expliqué le docteur Monroe. Même si vous vous êtes retiré de cet environnement, ces croyances ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elles sont gravées dans vos voies neuronales après des années de renforcement. La thérapie a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Certaines séances me laissaient en larmes dans ma voiture pendant 20 minutes avant que je puisse rentrer chez moi. Mais lentement, progressivement, je me suis senti changer. J'ai commencé à dire « non » à des choses que je ne voulais pas faire sans m'excuser abondamment. J'ai accepté les compliments avec de simples « merci » au lieu de les détourner ou de les contester. Je me suis permis de prendre de la place. Un après-midi, environ 8 mois après l'incident du dîner, ma voisine Kathleen a frappé à ma porte en tenant un plat à gratin. « Bienvenue dans le quartier », a-t-elle dit joyeusement. « Je sais que vous êtes ici depuis quelques mois, mais j'avais l'intention de le faire et j'oubliais tout le temps. » Nous avons fini par discuter sur mon porche pendant plus d'1 heure. Kathleen avait 3 enfants et a invité Emma et Tyler à jouer avec eux n'importe quand. Au cours des semaines suivantes, nous avons développé une amitié simple, basée sur des tasses de sucre empruntées, des covoiturages partagés et des condoléances sur les défis de la monoparentalité. Et leur père, a-t-elle demandé une fois, avec précaution. Mort dans un accident de voiture quand Tyler avait 6 mois, ai-je expliqué. C'était la vérité, bien que j'en parle rarement. James avait été un homme bon, un père aimant pendant le bref temps qu'il avait eu avec Emma. Sa mort m'avait dévasté, et la réponse de ma famille avait été de critiquer ma façon de faire le deuil au lieu d'offrir du soutien. Je suis tellement désolé, a dit Kathleen, et elle le pensait. Avoir une amie qui ne connaissait pas ma famille, qui n'avait pas d'idées préconçues sur moi, était libérateur. Je pouvais simplement être moi-même sans me soucier de devoir répondre à une norme impossible ou me demander comment mes paroles seraient déformées et rapportées à Linda et Robert. Grâce à Kathleen, j'ai rencontré d'autres parents du quartier. Nous avons formé un groupe de dîner informel qui tournait entre les maisons chaque mois, chacun apportant un plat et laissant les enfants courir dans le jardin que nous avions envahi. Ces personnes sont devenues ma famille choisie, le système de soutien que j'avais toujours voulu mais jamais eu. Lors d'un de ces dîners, une femme nommée Stéphanie a posé des questions sur la famille élargie, si les grands-parents se joignaient parfois à nous. Avant que je puisse formuler une réponse diplomatique, Kathleen est intervenue. Elle n'est pas en contact avec ses parents, a-t-elle dit de manière pragmatique. Et honnêtement, d'après ce que j'ai compris, bon débarras. Ils ont l'air horribles. J'avais raconté une partie de l'histoire à Kathleen lors d'une conversation tard dans la nuit, autour d'un verre de vin sur sa terrasse. Pas tout, mais assez. Elle avait été horrifiée et solidaire, de manière appropriée, sans être apitoyée. Ça doit être difficile, a dit Stéphanie avec sympathie. C'était le cas au début, ai-je admis, mais maintenant, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. La conversation a porté sur d'autres sujets, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je venais de reconnaître ma rupture avec mes parents devant de quasi-inconnus, et le monde ne s'était pas effondré.
Personne n'avait halté de choc ou ne m'avait dit que je le regretterais. Il l'avait simplement accepté et était passé à autre chose. Peut-être que c'était vraiment aussi simple que ça. 3 mois après avoir coupé les ponts, j'ai reçu un message d'une cousine dont j'avais toujours été proche en grandissant. Jessica avait déménagé en Californie pour le travail des années auparavant et avait été largement absente des drames familiaux. Je rentre pour Thanksgiving, a-t-elle écrit. Ta mère raconte à tout le monde que tu as eu une sorte de dépression et que tu leur as volé de l'argent. Je voulais juste que tu saches ce qu'ils disent et aussi que je n'en crois pas un mot. On peut se voir pour un café? Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville. Jessica était exactement la même qu'il y a 5 ans, juste avec les cheveux plus courts et de nouvelles lunettes. Je lui ai raconté toute l'histoire, lui montrant une partie de la documentation que j'avais recueillie au cours des mois précédant la confrontation finale. Ils sont fous, a-t-elle dit, en faisant défiler des captures d'écran de SMS où ma mère qualifiait explicitement mes enfants de moins importants que ceux de Valérie. Comment as-tu supporté ça si longtemps? Je n'arrêtais pas de penser qu'il changerait, ai-je admis. Que finalement, il verrait à quel point il me faisait du mal et déciderait de faire mieux. Mais les gens ne changent que s'ils le veulent, et ils n'avaient aucune raison de le vouloir. Le système fonctionnait parfaitement pour eux. Tu vas à Thanksgiving? J'ai ri. Tu es sérieuse? Je veux dire, j'y vais parce que ma mère va me tuer si je ne le fais pas, mais j'étais curieuse de savoir si tu avais reçu une invitation. Aucune invitation. Silence radio depuis que leur avocat a renoncé à la menace de poursuite. Jessica a secoué la tête. Valérie a publié sur les réseaux sociaux à quel point il est difficile de gérer des membres de la famille instables et à quel point elle est reconnaissante du soutien de maman et papa pendant cette période difficile. Laisse-moi deviner, beaucoup de commentaires de soutien de personnes qui n'ont aucune idée de ce qui s'est réellement passé. À peu près. Tu sais comment c'est. Elle présente tout de manière à avoir l'air de la victime. Je savais comment c'était. Valérie perfectionnait cette compétence depuis notre enfance. Chaque fois que je me plaignais de la façon dont elle me traitait, elle déformait l'histoire pour se faire passer pour innocente et me faire passer pour déraisonnable. Mes parents croyaient toujours sa version. Pour ce que ça vaut, a dit Jessica, tendant la main sur la table pour me serrer la main, je suis fière de toi. Il faut du courage pour quitter sa famille, même quand elle est toxique. Thanksgiving est passé. J'ai préparé le dîner pour Emma, Tyler et moi-même dans notre nouvelle cuisine. Nous avons regardé des films et joué à des jeux de société, et personne n'a fait asseoir mes enfants dans un débarras pendant que d'autres enfants mangeaient en premier. C'était le meilleur Thanksgiving que nous ayons jamais eu. Noël fut encore plus calme. Je m'étais habitué à la paix de ne pas être constamment sur mes gardes, attendant la prochaine critique ou le prochain affront. Mes enfants s'épanouissaient sans le stress de se demander pourquoi leurs grands-parents ne les aimaient pas autant que leurs cousins. En janvier, j'ai reçu un colis inattendu par la poste. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de la meilleure amie de ma grand-mère, une femme nommée Ruth, que j'avais rencontrée plusieurs fois lors de réunions de famille avant qu'elle ne déménage dans une maison de retraite en Floride. Ma chère, commençait la lettre. J'ai entendu par la bande ce qui s'est passé avec ta famille. Ta grand-mère serait si fière de toi, de t'être défendue ainsi que tes enfants. Elle s'inquiétait de la façon dont Linda et Robert te traitaient, mais elle espérait que son héritage te donnerait la liberté de t'échapper si jamais tu en avais besoin. C'est pourquoi elle te l'a laissé spécifiquement à toi et non à eux. Elle voyait clairement qui ils étaient, même si tu ne le pouvais pas encore. Utilise ce cadeau pour construire la vie que tu mérites. Avec amour, Ruth. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Ma grand-mère était décédée quand j'avais 22 ans, et je me suis toujours demandé pourquoi elle m'avait laissé une somme aussi importante alors que mes parents étaient encore en vie et que Valérie existait. Maintenant, je comprenais. Elle m'avait donné une porte de sortie, un filet de sécurité, une chance d'indépendance. Il m'avait juste fallu 12 ans pour l'utiliser. Emma m'a demandé un jour si nous reverrions un jour grand-père et grand-mère. Je lui ai dit honnêtement que je ne savais pas, mais que pour le moment, nous avions besoin de distance par rapport aux personnes qui ne nous traitaient pas gentiment, même si c'était de la famille. Mais ce sont tes parents, a-t-elle dit, confuse comme le sont les enfants lorsque les relations entre adultes n'ont pas de sens. C'est vrai, ai-je convenu. Mais être le parent de quelqu'un ne te donne pas la permission de lui faire du mal, ni à ses enfants. L'amour devrait te pousser à mieux traiter les gens, pas moins bien. Elle y a réfléchi un instant. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon bébé. 6 mois après l'incident,
Valérie m'a envoyé un message par l'intermédiaire d'un ami commun. Elle voulait mettre les choses au clair et dépasser ce stupide malentendu. Le message ne mentionnait aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qui s'était passé, ni aucune prise de responsabilité. Elle voulait juste que les choses redeviennent comme avant, probablement parce que cela lui manquait de m'avoir à ses côtés pour se sentir supérieur par comparaison. Je n'ai pas répondu. Ce que Valérie ne comprenait pas, c'est que je n'étais plus en colère. La colère aurait exigé que je me soucie encore de son opinion, que je sois encore investi dans notre relation. J'avais dépassé la colère pour atteindre quelque chose de beaucoup plus définitif, l'indifférence. Une semaine après la tentative de contact de Valérie, j'ai reçu un email de ma mère. L'objet était « Nous devons parler de ton comportement ». J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. L'email était un cours magistral de manipulation et de victimisation. Linda écrivait à quel point j'avais blessé la famille, à quel point j'étais égoïste, comment je privais mes enfants de leur héritage et de leurs liens familiaux. Elle affirmait que les enfants de Valérie demandent constamment des nouvelles d'Emma et de Tyler, se demandant pourquoi leurs cousins ne les aimaient plus. Cette phrase m'a presque fait rire. Madison et Connor n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour mes enfants lorsque nous étions encore en contact. Ils avaient été parfaitement heureux de regarder Emma et Tyler s'asseoir, affamés, dans le débarras. Linda poursuivait en disant qu'elle et Robert étaient prêts à pardonner mon emportement et mon vol, si seulement je voulais bien reprendre mes esprits et revenir dans la famille. Elle se dépeignait comme une mère généreuse et patiente, accordant sa grâce à sa fille troublée. L'email se terminait par une culpabilisation sur le temps que je perdais, sur la déception que ma grand-mère aurait eue de me voir déchirer la famille, et sur le terrible exemple que je donnais à mes enfants en leur apprenant qu'il était acceptable d'abandonner sa famille pour des désaccords mineurs. J'ai transféré l'intégralité du message à Laurence, mon avocat, sans répondre. Il m'a appelé 20 minutes plus tard. C'est de l'abus émotionnel de Manuel, a-t-il dit sans embâche. Gaslighting, Darvaux, blâme de la victime. Je suis en fait impressionné par le nombre de tactiques de manipulation qu'elle a réussi à caser dans un seul email. Devrais-je m'inquiéter? Seulement si vous prévoyez de répondre, ce que je vous déconseille fortement. Je n'avais pas l'intention de le faire, l'ai-je assuré. Bien. Continuez à documenter ces tentatives de contact, mais n'engagez pas la conversation. Chaque fois que vous répondez, même pour vous défendre, vous leur apprenez que la persistance fonctionne. J'ai ajouté l'email à mon dossier de documentation grandissant et j'ai continué ma journée. L'école d'Emma a organisé un thé Murphy ce printemps-là, environ 9 mois après que j'ai coupé les ponts avec ma famille. Nous nous sommes habillés pour l'occasion, elle dans une robe à fleurs qu'elle avait choisie elle-même et moi dans une tenue bleu pâle qui m'allait maintenant parfaitement, maintenant que je mangeais des repas réguliers et prenais soin de moi. L'événement était charmant, plein de mini-sandwichs et de biscuits qui étaient certainement trop sucrés, mais les filles les adoraient. Emma m'a présenté à son enseignante, Madame Henderson, avec une fierté évidente. « Votre fille est un délice », m'a dit Madame Henderson. « Un cœur si bon et un esprit si curieux. Vous faites du bon travail. » Ces mots se sont installés dans ma poitrine comme une lueur chaleureuse. Je faisais du bon travail. Malgré les prédictions de mes parents selon lesquelles j'échouerais sans leurs conseils, malgré la certitude suffisante de Valérie que je ne pourrais pas m'en sortir seul, je réussissais en fait. À l'occasion du premier anniversaire de la rupture des contacts, j'ai reçu un colis par la poste sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un livre de photos que Valérie avait apparemment créé, rempli de photos de réunions de famille de l'année écoulée. Chaque page était une mise en scène du bonheur familial parfait, dîner de fête, anniversaire, barbecue du week-end. Il y avait une note glissée à l'intérieur, « Regarde ce que tu manques. Tes enfants pourraient faire partie de tout ça si tu n'étais pas si têtu. » J'ai feuilleté le livre une fois, notant les sourires forcés et la mise en scène évidente. Sur une photo de Noël, je pouvais voir Madison l'air agacé tandis que Connor semblait être en pleine crise de colère à l'arrière-plan, même s'ils avaient été positionnés pour avoir l'air heureux pour la caméra. C'est ce que j'étais censé manquer, jouer au bonheur pour les réseaux sociaux tout en faisant face aux mêmes dynamiques toxiques qui avaient empoisonné toute mon enfance. J'ai jeté le livre de photos dans le bac de recyclage et n'y ai plus pensé. Emma l'a trouvé le lendemain en sortant les poubelles. Elle l'a ramené à l'intérieur, curieuse des photos. « C'est la maison de tante Valérie ?» a-t-elle demandé, en regardant une photo de leur salle à manger richement décorée. « Oui. Ça a l'air vraiment chic. »« C'est vrai, ai-je convenu.
Elle a étudié les photos quelques minutes de plus, puis a fermé le livre. Notre maison est plus belle. Tu trouves? Ouais. Parce qu'on est vraiment heureux ici. La vérité sort de la bouche des enfants. Ma fille avait articulé ce qu'il m'avait fallu des décennies pour comprendre, les apparences extérieures ne signifient rien si la réalité intérieure est vide. Cet été-là, environ 14 mois après avoir coupé les ponts, nous avons pris nos premières vraies vacances en tant qu'unité, juste nous trois, en direction d'une ville balnéaire à environ 5 heures de route. J'avais loué un petit cottage à distance de marche de l'océan, et nous avons passé une semaine à ne rien faire de productif. Nous avons construit des châteaux de sable que la marée a emportés. Nous avons ramassé des coquillages jusqu'à ce que nos poches soient pleines. Nous avons mangé trop de caramel au beurre salé et avons attrapé des coups de soleil malgré mes meilleurs efforts avec la crème solaire. Tyler a vu des dauphins, poussant des cris d'excitation alors qu'un groupe passait devant nous pendant que nous étions sur une jetée. Emma a essayé le surf et a passé la plupart de la leçon à tomber de la planche, en riant tout le temps. Le dernier soir, nous nous sommes assis sur la plage à regarder le coucher du soleil. Emma s'est appuyée contre mon épaule pendant que Tyler creusait des trous dans le sable avec ses mains, déterminé à atteindre l'eau, même si nous lui avions expliqué que cela ne fonctionnait pas comme ça. C'était les meilleures vacances de tous les temps, a déclaré Emma. Mieux que Disney, les jeux taquinés. Nous n'étions jamais allés à Disney, mais sa classe en avait beaucoup parlé pendant le « raconte-moi ». Bien mieux. Parce qu'on n'a pas eu à te partager avec qui que ce soit d'autre. Ce commentaire m'est resté longtemps après notre retour à la maison. Dans l'ancienne structure familiale, j'étais si occupé à gérer les besoins et les attentes de tout le monde que mes enfants ne recevaient que ce qui restait. Maintenant, ils avaient toute mon attention, et apparemment, cela comptait plus pour eux que des voyages élaborés ou des cadeaux coûteux. La vie est devenue plus facile avec le temps. J'ai obtenu une promotion au travail qui s'accompagnait d'une augmentation significative. Emma a été inscrite au tableau d'honneur de sa nouvelle école. Tyler a rejoint une équipe de football et a découvert qu'il était plutôt doué. Nous avons construit une vie qui ne tournait pas autour de la gestion des émotions de mes parents ou de la tentative de gagner une approbation qui ne viendrait jamais. Ma cousine Jessica venait nous rendre visite tous les quelques mois, apportant toujours des histoires sur les réunions de famille que j'avais manquées. Elle était revenue dans notre état d'origine pour le travail environ 6 mois après l'incident, ce qui a rendu le maintien de notre amitié beaucoup plus facile. Selon elle, Valérie était devenue insupportable maintenant qu'elle ne m'avait plus à ses côtés pour la regarder de haut. Elle avait commencé à rivaliser avec les cousins à la place, essayant de prouver que ses enfants étaient plus intelligents, plus talentueux, plus performants que les leurs. La famille en avait assez. Maman a demandé de tes nouvelles la semaine dernière, a mentionné Jessica lors d'une visite. Pas Linda. Ma mère. Elle voulait savoir si tu allais bien. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu es plus heureuse que je ne t'ai jamais vue. C'était exact. L'anxiété constante avec laquelle j'avais vécu pendant des décennies s'était progressivement estompée. Je dormais mieux. Je souriais plus. Mes enfants ont aussi remarqué le changement. Emma m'a dit un jour que je semblais plus légère, ce qui était probablement la chose la plus perspicace qu'une enfant de 8 ans m'ait jamais dite. 1 an après l'incident du dîner, j'ai reçu une invitation officielle à la fête d'anniversaire de la fille de Valérie. Quelqu'un avait clairement dit à ma sœur de tendre un rameau d'olivier, supposant probablement qu'assez de temps s'était écoulé pour que j'oublie pourquoi j'étais parti en premier lieu. L'invitation était élaborée et coûteuse, le genre que Valérie aimait envoyer pour prouver combien d'argent son mari gagnait. Madison allait avoir 10 ans, et la fête se tenait dans un lieu chic avec un traiteur et un DJ. En bas, dans ce qui était clairement l'écriture de Linda, quelqu'un avait ajouté « S'il te plaît, viens. Mettons ça derrière nous. » J'ai jeté l'invitation à la poubelle. Tyler a demandé pourquoi nous n'allions pas à la fête de Madison. Je lui ai rappelé la nuit chez grand-mère, comment Madison et Connor avaient mangé pendant que lui et Emma étaient assis, affamés, dans le débarras, et comment tout le monde avait ri. Ah oui, a-t-il dit, son visage s'assombrissant au souvenir. Je n'ai pas aimé ça. Moi non plus, mon grand. C'est pourquoi nous ne passons plus de temps avec des gens qui nous traitent de cette façon. D'accord. Je peux avoir un goûter? Les enfants traitent les traumatismes différemment des adultes, mais ils ne les oublient pas. Tyler s'en souvenait encore clairement, même s'il ne s'y attardait pas comme je le faisais parfois. La 2e année après l'incident a apporté plus de distance et plus de paix.
Mes parents ont fait une dernière tentative désespérée pour me contacter vers le 18e mois, en envoyant une lettre recommandée qui exigeait ma signature. Laurence m'a conseillé de ne pas la signer, elle a donc été retournée à l'expéditeur. Ce qu'il voulait dire est resté non dit. J'ai croisé mon père une fois à l'épicerie environ 2 ans après avoir coupé les ponts. Il était dans le rayon des fruits et légumes, examinant les tomates avec le même œil critique qu'il avait autrefois porté sur chaque aspect de ma vie. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie, et j'ai dû prendre une décision consciente de l'approcher ou de partir. J'ai choisi de partir. Je n'avais rien à lui dire, et plus important encore, je n'avais aucune envie de m'exposer à son jugement ou à ses critiques. Emma et Tyler étaient à l'école, donc je n'avais pas à m'inquiéter d'une rencontre embarrassante devant eux. J'ai simplement abandonné mon caddie à moitié plein et je suis sorti du magasin. En repensant à ce moment, j'ai réalisé à quel point j'avais grandi. L'ancienne moi l'aurait approché, aurait essayé d'arranger les choses, se serait soumise à sa désapprobation dans l'espoir de gagner une miette d'affection paternelle. La nouvelle moi comprenait que je n'avais pas besoin de son approbation pour être heureuse, réussir ou avoir de la valeur. Jessica m'a appelé après Thanksgiving, la 2e année. Tu n'as pas manqué grand-chose, a-t-elle rapporté. Valérie a passé tout le dîner à se plaindre du stress que lui cause Madison, qui veut faire de la danse de compétition, et que c'est si cher et si prenant. Ta mère n'arrêtait pas de parler de la difficulté d'avoir un enfant avec qui on est brouillé, jouant la victime comme si elle n'avait pas créé toute cette situation. Quelqu'un m'a défendu? Tante Sandra l'a fait, en fait. Elle a souligné que tu avais été traité injustement pendant des années et que peut-être, s'il t'avait montré un respect élémentaire, tu serais toujours là. Linda n'a pas bien pris la chose. J'ai souri malgré moi. Bien joué, Sandra. Emma a maintenant 11 ans, et Tyler en a 8. Ils s'épanouissent d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque nous étions coincés dans ce schéma de recherche d'approbation de personnes qui ne la donneraient jamais. Emma veut devenir vétérinaire. Tyler est obsédé par les dinosaures et peut nommer plus d'espèces que je n'en connaissais l'existence. Ce sont des enfants gentils, confiants, des enfants qui savent qu'ils sont aimés inconditionnellement. Parfois, les gens me posent des questions sur ma famille, où sont mes parents, pourquoi ils ne les voient jamais aux événements scolaires ou aux matchs de football. J'ai appris à donner des réponses simples et honnêtes qui n'invitent pas à d'autres questions. Nous ne sommes pas en contact en ce moment, suffit généralement. Les gens qui comptent n'insistent pas pour avoir des détails. J'ai toujours la documentation que j'ai recueillie, stockée dans un coffre-fort ignifuge dans mon placard. Je n'en ai probablement plus besoin, mais la conserver me semble important d'une certaine manière, une preuve que je n'ai pas imaginé les années de mauvais traitement, que j'avais des raisons valables de partir, que je n'étais pas la folle ou l'instable, peu importe l'histoire que raconte Valérie. L'argent de l'héritage, investi correctement par quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il faisait, a considérablement augmenté. Les fonds pour les études d'Emma et de Tyler sont solides. J'ai un fonds d'urgence qui me permet de dormir sur mes 2 oreilles. J'ai même commencé à épargner pour ma retraite, chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir me permettre. Ma grand-mère m'a donné plus que de l'argent. Elle m'a donné les moyens de m'échapper, de construire quelque chose de mieux, de montrer à mes enfants qu'ils n'ont jamais à accepter d'être traités comme inférieurs. Cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. 3 ans après ce dîner horrible, je ne regrette aucune des décisions que j'ai prises cette nuit-là. Emmener mes enfants à la Golden Terrace, transférer l'argent, couper les ponts avec des personnes qui nous voyaient comme des cibles acceptables pour leur cruauté, tout cela était nécessaire et juste. Mon téléphone sonne encore parfois avec des numéros que je ne reconnais pas, et je me demande si ce sont eux qui essaient à nouveau avec une nouvelle approche, mais je ne réponds jamais. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, et plus important encore, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Les enfants et moi prévoyons des vacances cet été. Rien d'extravagant, juste une semaine à la plage à faire des châteaux de sable et à ramasser des coquillages. Emma veut réessayer le surf. Tyler veut voir des dauphins. Je veux regarder mes enfants jouer sans que personne ne leur dise qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez importants, pas assez dignes. Voilà à quoi ressemble la liberté. C'est ce que j'ai acheté avec l'héritage de ma grand-mère et ma propre force de caractère, cette nuit où j'ai finalement cessé d'accepter un traitement inacceptable. Et chaque jour, je suis reconnaissante d'avoir eu le courage de m'éloigner de cette maison avec mes enfants en larmes, de leur donner un vrai repas, et de reprendre ce qui m'avait toujours appartenu de droit. Pas seulement l'argent, mais ma dignité, mon respect de moi-même, et l'enfance de mes enfants. Ils peuvent continuer d'appeler. Je ne répondrai pas. Je suis occupé à vivre la vie que nous méritons.